La clé du mystère sur Fréquence Évasion, histoire insolite, recherche et témoignages. Dans quelques instants sur Fréquence Évasion, nous serons en compagnie de Jacques Fortier et nous parlerons du mystère de la Terre creuse. À tout de suite. Réactualisez régulièrement toutes vos applications iPhone et Android sur les sites de Fréquence Évasion Radio et Monte Carlo Azur, fréquenceévasion.com, fréquenceévasion2.com et montecarloazur.com. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. La clé du mystère sur Fréquence Évasion, recherche et témoignages. Jacques Fortier, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour à vous aussi. Alors vous donnez des conférences sur la théorie de la Terre creuse. Qu'est-ce qui vous a incité à vous intéresser à la Terre creuse et dans quelle direction avez-vous orienté vos recherches? C'était sur un forum de Sympathico lors de discussions avec des gens et le sujet est venu sur le tapis et il y avait beaucoup de contradicteurs qui riaient et plaisantaient sur le sujet. Et quant à moi, comme j'avais déjà lu un livre de Raymond Bernard là, sur la Terre creuse, j'avais déjà une idée du sujet et du sérieux de ce qu'il en était. Donc, j'ai commencé à donner des arguments, puis bon, etc. Et comme c'était un milieu scientifique qui le déniait, j'ai commencé à utiliser des données plus scientifiques pour rejeter leurs argumentations et aussi pour essayer de prouver la plausibilité du fait. Il y a aussi un auteur que vous connaissez sans doute, Rampa, Télopsang Rampa. Oui, absolument, oui. Qui, dans sa série de livres, à un moment donné, il en parlait. Et il donnait des informations sur le sujet, que ce soit pour y accéder ou que ce soit pour ce qui est de l'ampleur de la creusité de la planète. Et dans ces données-là, il indiquait qu'on pouvait mettre 5 lunes à l'intérieur de la Terre tellement il y avait de la place. Ça donnait une idée de l'ampleur. Or, moi, avec un calcul approximatif rapide, j'avais déterminé que ça pouvait être de l'ordre de 2800 km de vide, de rayon, là, d'une sphère vide à l'intérieur. Donc, ces 5 lunes donnaient ça. Maintenant, sur le site de l'Université Laval, où il parle de la géologie de la Terre, il indique une couche qui appelle la couche D, à l'intérieur de la Terre, qui est relativement mince, pour laquelle il donnait une valeur de 2880. Donc, j'avais retenu ce chiffre pour le sérieux de l'aspect physique de la creusité de la Terre. Maintenant, ailleurs, dans les données, parce qu'ailleurs, il y a eu des gens qui ont été à l'intérieur de la Terre, qui en ont parlé, qui ont fait des rencontres, puis qui ont donné des valeurs pour ces épaisseurs de l'écorce terrestre. Or, les valeurs qui circulaient variaient. Et il y en a qui étaient ultra minces et d'autres plus épaisses. Donc, je me posais des questions. J'avais une option pour plus proche de ce que l'Université Laval avait déterminé, eux, même s'ils l'interprétaient ensuite autrement. Et j'ai commencé à faire des calculs pour essayer de voir ce que ça pouvait donner côté densité. Parce que si on ramenait toute la matière de la Terre dans une couche de 500 km, par exemple, c'était pas possible. Parce que la densité donnait dans l'ordre du 24 à 25 au lieu de 5, 4.5, bon, des choses du genre. Alors, c'était, puis même si on prend l'or, mettons, à 12, 15, bon, on dépensait largement, donc ça devenait impossible. Alors, j'ai fait d'autres calculs pour éliminer certaines épaisseurs et pour essayer de voir ce qu'il en était aussi de la gravité à l'intérieur de la Terre. Pour savoir si c'est vide, s'il y a des personnes qui y vivent, des êtres, c'est quoi le poids qu'on a à l'intérieur de la Terre. Donc, dans tout ça, j'ai pu voir que c'était plausible que à l'intérieur de la Terre, que ce soit vide, puis qu'on puisse avoir un certain poids, et non pas être attiré vers le centre. Et vers ce centre, Rampa indiquait qu'il y avait 2 soleils, alors que toutes les autres sources en indiquaient seulement qu'une. Donc, je voyais déjà qu'il y avait une différence, et j'avais une idée que c'était pas entièrement vide. Et par ailleurs aussi, il y a les grands trous des pôles nord et sud qui étaient indiqués par des explorateurs. Donc, j'avais une idée du genre de vérification physique à faire.
étant donné la matière, le poids, l'attraction, puis etc. Et dans mes péripéties, bien, j'ai pu trouver des valeurs plausibles pour indiquer que c'était réaliste que la Terre soit creuse, mais aussi pour ce qui est des valeurs. Puis pour ce qui est des valeurs, je voulais pas me contenter juste du théorique. Alors, j'ai été dans le bouclier canadien, là, au nord de l'Ontario, près de Timmins, où il y avait une mine, la mine la plus profonde du domaine, là, dans le domaine du type de minerai qui se faisait là. Et j'ai descendu, heureusement, on pouvait y aller en voiture, là. J'ai descendu avec des appareils pour vérifier la variation gravitationnelle en fonction de la profondeur. Et tout ça m'a donné des résultats que j'ai fini par pouvoir interpréter et de là calculer l'épaisseur que cela représenterait pour l'écorce terrestre. Et ce que j'ai trouvé était fantastique puisque c'était 2850 en moyenne, c'est une valeur moyenne quand même, que ça me donnerait versus 2880 que la couche D des géologues nous indique. Maintenant, c'était devenu possible en fonction d'enregistrement de données, de théorie, et il restait des points à éclaircir, ce qui était l'interprétation des géologues. Or, les géologues, pour obtenir moi j'appellerais ça le cliché interne de la géologie interne de l'écorce terrestre, ils utilisaient des explosions, des ondes, les ondes P qui appellent S, je crois que c'est cisaillement, et qui leur permet d'avoir deux valeurs. Une, c'est jusqu'à temps qu'on atteigne soit du vide, soit du liquide. Là, les ondes S reviennent, sont réfléchies et indiquent une valeur de profondeur. Les ondes P, elles passent à travers le liquide aussi et peuvent être enregistrées de l'autre côté de la Terre avec des densités puis bon, des valeurs. Et les géologues interprètent les résultats avec difficulté, mais pour ce qui est des ondes S, ils interprètent que les ondes S sont réfléchies parce qu'ils arrivent à du liquide. Eux imaginent que ce liquide, étant donné la grosseur de la Terre, toute la masse qui est au-dessus, que ça doit automatiquement exercer une pression très forte. Et ils s'imaginent qu'à ce moment-là, ça ne peut être que du liquide, de la matière en liquide. Comme ils ont une idée d'un noyau plus dense, ils interprètent ça comme étant ce liquide, comme étant de la lave de fer. Or, du fer liquide, effectivement, ça réfléchirait les ondes S. Toutefois, la théorie veut que ce soit de la réflexion due à du liquide ou de l'air. Donc, c'est l'un ou l'autre. Or, les scientifiques, eux, présument, pour des raisons qui leur appartiennent, que c'est du liquide et non, et ils éliminent l'aspect air. Air, ça peut être l'espace vide, bon, etc., ou un gaz quelconque. Et les ondes P, eux, leur indiquent un problème parce que les ondes ne vont pas en direction droite pour ce qui est du centre de la Terre. Donc, ils ont un problème de densité à interpréter. Et comme, et là c'est moi qui vous le dis, là, comme théorie, comme Rampa disait qu'il y avait deux soleils, on peut imaginer que c'est deux boules de matière ou morceaux de matière avec un espace entre les deux. S'il y a un espace entre les deux, les ondes P peuvent passer tout droit avec plus de facilité, donc de densité, d'intensité. Ce qui veut dire que les scientifiques remarquent qu'ils ont une zone de l'autre côté de la Terre pour recevoir ces ondes-là, qui ont une zone que ça disparaît. Et qu'un peu plus vers le centre, ça réapparaît. Et puis ça redisparaît, etc. Or, si on prend en compte ce que Rampa nous dit, ça serait facile à expliquer. Alors que eux, ils parlent de réflexion, puis bon, ils sont pas trop sûrs. Bon. Mais si on prend les ondes P, on dit il y a quelque chose qui interfère au centre. OK. Donc on peut se mettre d'accord qu'il y a quelque chose au centre, que c'est pas complètement vide.
tonnes, c'est quelque chose, si je me souviens bien, de l'ordre de 1100 km de rayon. Moi, avec les calculs que j'ai faits, j'en arrive à plus à du 900 km. Et j'y mets toute la matière que les deux pôles, sud et nord, qui se seraient affaissés et qui se seraient retrouvés là, ainsi que la matière à l'intérieur de la Terre qui aurait été attirée vers le centre pour produire une creusité, pourrait donner. Et j'arrive avec des valeurs plausibles de densité, de rayon et de double sphère, si l'on veut. Alors tout ça, avec des calculs théoriques, rend que c'est réaliste. Mais, contrairement aux scientifiques, c'est pas de la lave qui se trouverait entre cette sphère centrale, où c'est double soleil, et la surface interne de l'écorce. Ça serait plutôt de l'air qui pourrait très bien rentrer par les pôles et avoir une plus grande densité que pour nous. Et ça expliquerait pourquoi les explorateurs parlent d'effets de, vous savez, les éclairs avec de l'électricité beaucoup plus dense d'un autre genre. Et puis pour ce qui est des calculs de poids à la surface interne, j'arrive avec l'ordre, mettons, de 1 ou 2% au maximum de poids. Ça expliquerait pourquoi que les explorateurs parlaient de arbres géants, de géants aussi qui vivent, ceux qui ont été rencontrés par un couple de, je pense que c'est pas de Danemark, mais norvégien, le père et le fils, qui ont passé 2 ans à l'intérieur de la Terre. Bon, ils parlent de femmes variant à partir de 9 pieds et pour les hommes jusqu'à 15 pieds, 15 pieds et demi. Alors, mettons 3 mètres à 5 mètres. Alors, tout ça, moi, je voulais qu'il y ait un certain réalisme. Et le côté scientifique, physique, prouve qu'il n'y a pas de contradiction. Que pensez-vous de l'histoire de l'amiral Richard Beer? Oui, j'ai fallu vous le mentionner aussi. Oui. Ben justement, c'est que lui, il a été à plusieurs reprises, au moins 3 fois, dans les années 20, 30 et 40. Et sur Internet, on peut avoir ses comptes rendus, ses histoires, et même les attaques qu'il a faites avec Hitler là, sur le continent antarctique, et aussi pour ce qui est de son carnet de bord en tant que tel, où il décrit son voyage par le pôle Nord. Bon, là, je me souviens pas en quelle année celui-là précisément, mais qui a été rencontré un être à l'intérieur de la Terre, etc. Encore là, si c'est disponible aussi sur Internet et en livre, ces informations-là. Alors, si on prend les données techniques physiques qu'il a mis dans son journal, ben on voit que c'est aussi plausible. Et que s'il a été pris en charge par les ovnis, si vous voulez, ou secours volantes, ou en tout cas certains engins spéciaux, qui ont coupé toute l'électricité de son appareil et qui l'ont acheminé vers l'intérieur, c'est que les avions, tout comme ils avaient, même si c'est un avion militaire, sont fabriqués pour fonctionner avec une certaine marge de densité d'air et aussi la courbure des ailes en fonction de la gravitation. Or, quand on rentre par le pôle Nord, déjà rendu au trou, il y a 90% seulement de la gravitation qui se fait ressentir. Et plus on pénètre vers l'intérieur, plus ça diminue vers presque 2%. Et la densité de l'air augmente. Ce qui fait que tout l'appareillage n'est pas conçu pour un tel milieu. S'il avait continué, probablement que ce serait écrasé ou qu'il y aurait eu des problèmes. C'est ce qui fait qu'il a été pris en charge physiquement et acheminé à l'intérieur et reconduit par la suite. Alors, si vous me demandez ce que j'en pense, pour moi, tout ça, c'est réaliste, c'est plausible. Jacques Fortier, on marque une pause, on revient dans quelques instants. Chaque jour, sur Fréquence Évasion Radio, recherche, ovni, paranormal, faits de société, protection de l'environnement et les rendez-vous avec vos stars préférées dans Paroles de Stars. Fréquence Évasion, c'est également la voix des sudistes en Principauté de Monaco et dans le Grand Sud. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Dites-nous tout. Dites-nous tout. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. La clé du mystère sur Fréquence Évasion, recherche et témoignages.
Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, nous sommes toujours en compagnie de Jacques Fortier. Nous parlons du mystère de la Terre creuse. Alors justement, selon certains chercheurs ou expérimentateurs de NDE sont revenus avec des informations. Selon Edward Snowden, dans une vidéo sur la Terre creuse de la CIA et de la NSA, révélée au grand public, laisserait penser que la Terre serait creuse, que c'est réel et qu'elle serait habitée. Oui, c'est exact. Même plus. Il y a très peu de temps, là, bon, mettons moins de 10 ans, la NASA a annoncé qu'il recevait des ondes radio, des émissions radio en provenance de l'intérieur de la Terre. Ils n'ont pas divulgué la chose en entier, surtout pas pour ce qui est des informations qu'ils ont pu décrypter ou interpréter. Mais il en reste pas moins qu'ils déclarent avoir reçu ça et qu'ils ne sont pas capables, eux, avec leur technologie, d'envoyer justement des réponses à l'intérieur de la Terre. Quand même une communication. Mais par l'amiral Byrd, si vous avez tout lu ce qui circule sur lui sur Internet, ben, vous avez déjà entendu dire que c'était découvert par les États-Unis depuis longtemps, que ça constitue même un nouveau continent qui lui serait crédité à l'amiral Byrd, et qu'on le prend pour un grand héros, grand découvreur, mais que tout ça est gardé secret. Malgré le fait que dans différentes années là, du passé, là, plus ou moins lointain, les journaux, que ce soit aux États-Unis et même au Canada, parlaient de certains aspects du voyage ou de chacun des voyages qu'il a fait, entre autres au pôle Nord, quand il a décrit les arbres géants, puis même un mammouth. C'était indiqué dans le Globe and Mail vers l'année, je pense que c'était 1960-62, là, si je me souviens bien, là, que le journal l'indiquait. Même si c'était pour faire allusion à quelque chose de passé. Et pour ce qui est des États-Unis, c'est plus à New York. Ils ont fait, quand ils ont parlé du continent trouvé, ils ont mis des informations dans ces journaux-là à l'époque. C'était minime, c'était peut-être pas complet, c'était un petit peu censuré, même beaucoup. Mais il en reste pas moins que tout ça, c'était vrai, c'était réaliste. Alors, selon certains, il y aurait d'autres planètes qui seraient creuses également. Si j'en juge par mes propres recherches, que je peux qualifier de scientifiques, parce que je considère, j'ai donné la preuve scientifique de la creusité de la Terre, que j'ai trouvé, grosso modo, une valeur cohérente par la science physique, géologique, bien avec une différente interprétation là, pour eux. Là, j'en conclus que notre équation de la gravitation inclut un G qui, une grandeur de la masse, mais aussi de la valeur de la constante gravitationnelle, qui est différente de la réalité. La constante gravitationnelle serait, en tout cas moi je juge comme ça là, un peu, qu'elle serait de l'ordre de 22% plus grande et que la masse de la Terre véritable serait de l'ordre de 22% plus petite. Toutefois, tous les corps célestes, Lune, Soleil, étoiles, etc., autres planètes, sont estimés en fonction, ou même calculés, en fonction de ce qu'on donne à la Terre comme masse et à cette constante gravitationnelle. Si on change la masse de la Terre, il faut changer la constante gravitationnelle de la même valeur, mais inversement. Ce qui fait qu'il faut changer aussi toutes les masses de toutes les planètes de la même manière, de tous les corps célestes d'importance comme la Lune. Et si je vais un peu plus loin et que j'essaie de trouver comment aurait pu se former une Terre là, en rapport avec ce que je constate de la creusité de notre propre planète, c'est le cas facile. Et ce serait généralisé. Par ailleurs, l'information que j'ai de la part d'autres sources multiples d'ailleurs m'indique que c'est déjà connu. Et c'est déjà dit que c'est généralisé, que les autres planètes sont creuses. Et si on prend les photos de la NASA ou d'astronomes, que ce soit les planètes comme Vénus, comme Mars, mais aussi même les satellites Titan de Jupiter, si je ne me trompe pas, mais même de Jupiter, de Saturne, etc., on voit qu'il y a des lumières qui apparaissent au pôle nord et sud, ou juste un à la fois, ou les deux à la fois, et qui produisent des aurores boréales, là, ou australes,
tout comme pour la Terre. Donc, il y a des sources sérieuses d'informations qui l'indiquent. Et pour ce qui est de la façon de l'expliquer, en fait, notre Terre serait un cœur double. Si vous prenez, et c'est important, parce que j'ai parti pour me donner de la crédibilité ou du sérieux, j'ai commencé par étudier les marées qui m'intéressaient, je voulais savoir, je voulais comprendre. Et j'ai vu que, côté ce qu'on nous dit, ça marche pas du tout. Et même des fois, qu'on a des valeurs inversées, dépendamment si la Lune est au-dessus ou en dessous, donc du côté opposé de la Terre ou de notre côté. Et les marées sont censées répondre à l'attraction de la Lune, ce qui donne une contradiction. D'après tout ce que j'ai découvert m'a permis de voir qu'il y avait une autre cause aux marées possibles. C'est le fait que la Terre tourne sur elle-même et qu'elle tourne autour du Soleil en même temps. Ce qui fait que, soit à midi, soit à minuit, il y a un maximum de variation de vitesse relative à la Terre par rapport au Soleil. À midi, ça se soustrait, et à minuit, ça se rajoute, la vitesse de la rotation de la Terre à la surface de la Terre par rapport à sa course autour du Soleil. Ce qui fait qu'à deux moments précis, bon, je vais aller vite, je ne dirai pas tout, là, mais on a une diminution du poids à midi comme à minuit. Ce qui veut dire qu'on a deux variations de minimum par cycle et deux maximum, soit à 6 heures du matin, mettons, puis 6 heures du soir, où le poids revient. Ce qui fait qu'on a une source, même sans la Lune, pour avoir deux marées par cycle. Il faut dire que si on avait juste la Lune pour produire ça, on aurait juste un cycle. Mais c'est deux maximum par cycle. Et avec la Terre qui tourne sur elle-même et qui tourne autour du Soleil, on a une autre source. Si on fait les calculs, et c'est important, par rapport à ce que je viens de vous dire, on trouve que la force de variation, la force impliquée, est plus grande pour le système Terre-Soleil que Terre-Lune. Donc, le système Terre-Soleil est une cause plus grande de marée que la Lune. Et elle est une cause double, alors que la Lune n'est qu'une cause simple. Et de plus, il faut dire que le cycle est plus attaché à la Lune qu'au Soleil. Alors, si le Soleil provoque deux marées, mais que le cycle correspond à la Lune, c'est que la Lune a une moins grande force, c'est qu'il y a une troisième force qui doit être trouvée pour donner la résultante finale et qui soit plus grande que les deux autres pour les absorber. A priori, je ne pouvais pas penser que le cycle était le même que la Lune, mais c'est le cas. Et c'est quoi? Ben, c'est justement le fait que la Terre est un double soleil. Si on regarde ça, théoriquement, qu'on tourne, l'écorce terrestre, la Terre tourne autour d'un système double de masse au centre, ben, si on regarde, théoriquement, on voit qu'il y a une variation automatique, un double qui se fait par cycle. Si on prend les valeurs que j'ai pu approximer pour trouver la masse des centres des deux soleils, on va appeler ça des soleils, qui est au centre de la Terre, bien, on trouve que c'est un peu plus grand que la valeur du système Terre-Soleil, et c'est plus grand que l'effet, la force que la Lune exerce en surface. Et le cycle, bien, ça donne le même que celui de la Lune. Et pourquoi? Ben, c'est là où j'ai fait une autre découverte, c'est que la Lune a été prise par la Terre, d'accord, elle s'est mise à tourner, mais ce sont les soleils centraux qui l'ont fixée, qui lui ont donné sa position et qui l'entraînent avec le cycle que la Lune a. Donc, c'est pas les systèmes centraux qui ont, les soleils centraux qui ont la fréquence de la Lune, mais c'est l'inverse. Et c'est pourquoi que la fréquence que l'on connaît, ben, on l'applique à la Lune parce qu'on la voit. Mais si on allait plus loin, on verrait que ça s'applique aux deux soleils qui sont à l'interne. Et si on fait comme j'ai fait le calcul, eh bien, on peut établir le système qui explique tout ça, ce qui se produit avec les marées, le moment où ça se produit, en fonction de la théorie que
qu'il y a deux masses au centre, que les forces sont telles que c'est un petit peu plus grand. Ici, on coordonne les forces. Moi, je l'ai fait sur 14 mois. Ici, je prends pour ici à Québec. Si je prends les données officielles du gouvernement qu'on obtient à partir de l'ozon pour les marées, eh bien, sur 14 mois, j'ai prouvé que c'était correct en fonction de ce que j'avais découvert et de l'explication que j'en donne. Donc, c'est extrêmement sérieux et plausible. Puis pour ce qui est de votre question, eh bien, imaginez que deux masses, mettons un petit peu importantes, quoique c'est pas, ça peut commencer même dans l'état microscopique, deux masses importantes avec une grande vitesse qui arrivent dans un nuage de poussière. Ou que les deux, la poussière, la masse de poussière a aussi une vitesse, mais que les deux se rencontrent. Et avec une différence de vitesse inverse là, qui se rentre l'une dans l'autre. Eh bien, vous auriez de la matière qui, tout près de ces deux masses-là, serait attirée et absorbée par les masses. Et vous auriez, à une certaine distance, de la matière qui se mettrait à tourner et qui ne retomberait plus sur l'intérieur, et d'autres qui seraient incurvées, mais qui ne resteraient pas à tourner autour. Avec le temps, si cette masse de poussière est assez grande et que ça dure assez longtemps, vous auriez une formation d'un cœur qui grossirait, les deux masses grossiraient, et il y aurait une couche de matière qui se formerait autour de ça, une certaine distance, et qui commencerait aussi à croître. Et avec le temps, vous auriez une écorce qui se formerait. Et dans l'axe de rotation des deux masses centrales, en fonction aussi de cette rencontre, vous auriez de la matière qui serait attirée vers le centre et qui formerait un creux, aussi bien au pôle nord qu'au pôle sud. Et tout ça croîtrait, et la partie où la matière commence à tourner sans tomber sur l'intérieur prendrait de l'expansion et s'éloignerait du centre. Et toute cette partie entre l'endroit d'où elle se serait éloignée et son éloignement, en augmentant, produirait un poids vers l'intérieur de cette écorce-là qui irait en croîtrant au fur et à mesure que d'autres matières se déposeraient sur l'écorce, sur l'aspect extérieur de cette écorce-là. Et tout ça, à la limite, pourrait même former plusieurs couches en rencontrant plusieurs nuages dans les milliards d'années, là, peu importe. Mais, physiquement, c'est très facile à expliquer et ça s'est probablement déjà produit souvent. Est-ce que vous donnez des conférences? J'en ai donné seulement qu'une sur le sujet. Et comme je ne voyage pas ou très peu, j'en donne fort peu. Mais toute information que j'ai, je la mets sur mon site web. Et entre autres, j'ai mon rapport que j'appelle Terre creuse preuve scientifique sur mon site web qui explique tout ce que je vous ai dit et bien plus encore. Parce que avec la même théorie, on peut expliquer un appareil qui est recherché qui s'appelle un radio à ondes gravitationnelles, qui est basé sur le même principe. On peut expliquer l'invisibilité. On peut même expliquer l'interpénétration de la matière. Ce sont des phénomènes qui s'expliquent en fonction des mêmes propriétés de la matière. C'est une question de fréquence. Oui, ça touche à la fréquence, mais la fréquence, c'est indirect, c'est un résultat, ça, parce que la fréquence, c'est lié un petit peu avec ce qui tourne. Donc, la rotation qui est assez universelle. Donc, on peut dire que oui, c'est lié aussi avec les fréquences. Et on peut utiliser la vitesse de rotation de deux poids autour d'un axe central pour, justement, obtenir une fréquence. Ici, on fait ça dans l'espace avec des masses suffisantes. Et en jouant, mettons que ces deux masses-là, on les attire, on joue avec sa distance du centre de l'axe autour duquel ils tournent. On peut obtenir des fréquences différentes et un petit peu comme avec un système Morse, pour que chaque distance, chaque fréquence d'onde, tout comme
quand une patineuse tourne sur elle-même, si elle élargit ses bras ou qu'elle les rapporte sur elle-même, elle tourne plus ou moins vite. Avec le même principe, dans l'espace et des masses suffisantes, on peut créer justement des ondes gravitationnelles. Et si on contrôle la fréquence, ben on peut contrôler la signification. Donc, un système de mots, de lettres, de chiffres, etc. Alors, toutes ces informations, on peut les retrouver sur votre site Internet ? Oui. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner l'adresse ? Oui. Mais la conférence que j'ai donnée aussi, vous pouvez trouver l'adresse là, ou sur Google, ou sur Dailymotion, qui le présente aussi. www.jacquesfortier.com. D'accord. Merci Jacques Fortier d'avoir participé à cette émission et bon courage pour vos recherches en tout cas. Ok, je vous remercie beaucoup. Merci, à très bientôt, au revoir. Au revoir. Fréquence Évasion.